Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review de l'épisode 4 de la saison 2 de Doctor Who. Un épisode que j'ai trouvé vraiment très sympa, même si il sent lui aussi un petit peu le recycler comme un peu la semaine dernière. Mais un épisode tout de même très sympa puisque il reprend le concept d'un vieil épisode en l'amenant vraiment plus loin je trouve. Donc plutôt un épisode vraiment très intéressant. En plus il donne énormément je pense d'infos. Il pose les bases même je dirais pour le futur spin-off sur Unit. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Évidemment, avant, pensez à vous abonner, liker, commenter, tout ça. Vous connaissez la chanson si jamais la vidéo vous plaît pour pas rater les prochaines, etc. N'hésitez pas aussi, j'ai fait une petite vidéo hier, un peu après la bataille malheureusement, du coup elle a pas encore hyper bien démarré sur Clair Obscur. Donc si vous êtes friand de ce jeu et si vous l'êtes pas, honnêtement, essayez-le, il est vraiment trop bien. Donc je vous mets la vidéo là au cas où, si ça peut vous intéresser. Et sur ce, on est parti. I will. I do. I will take you home. That is a promise. Un épisode qui, très rapidement, en fait, déjà le docteur est quasiment absent de l'épisode, ce qui est plutôt original, ça arrive de temps en temps et c'était pour le coup assez sympa, j'ai bien aimé encore une fois cet épisode. Donc on arrive en 2007, le jour du nouvel an. Déjà moi j'ai eu des petites vibes de les adieux du 10e Docteur à Rose, mais bon après là c'est vraiment parce que je vois des références partout, mais ils sont donc en 2007 et le Docteur et Belinda font la rencontre d'un jeune garçon, Conrad, il lui donne même une pièce et tout, machin, et du coup le gamin devient fasciné par les aliens, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons, vous l'avez vu dans l'épisode. Et donc ensuite on arrive plus tard, en 2025, un peu avant le mois de mai, hein, puisque la Terre est censée exploser à ce moment-là, et on retrouve donc Ruby. Il était temps, ça fait plaisir de la revoir, même si, comme je disais, il n'y a plus tout ce mystère autour d'elle, avec ses origines et tout, qui s'est un peu floppé. Mais là, elle vit sa meilleure vie, elle est avec donc sa famille d'adoption, elle a retrouvé sa mère biologique, elle a même retrouvé son papa, comme elle dit dans le podcast, tout ça. Et donc on la retrouve en train de participer à un podcast avec ce fameux Conrad, qui en fait l'a cherché pendant très longtemps. Notamment, un an plus tôt, il a assisté à une scène du Docteur et de Ruby, donc quelque chose qui se passe pendant la saison 1, après les Beatles, avant le final évidemment, mais pour situer grosso modo. Et clairement, à ce moment-là, on est vraiment sur, comme je disais, une énorme référence à un épisode de la saison 2, il me semble, qui s'appelle Linda en français ou Love and Monster en VO, où on rencontrait le personnage d'Elton, qui lui, pareil, avait rencontré le 10e Docteur quand il était enfant, et était fasciné par ce personnage et voulait en apprendre plus avec les mystères, et du coup, il avait rassemblé un groupe de gens qui cherchaient eux aussi le Docteur, qui se font manipuler, machin, tout ça. Un épisode que personnellement, j'avais vraiment pas apprécié plus que ça, même quand je me fais justement des rétrospectives de la série complète, j'ai tendance un peu à le zapper cet épisode. Des fois je le saute parce que il apporte pas vraiment d'intérêt au lore, tout ça. On rigole bien avec Jackie certes, mais c'est pas un épisode que j'apprécie plus que ça. Alors que là pour le coup ils ont repris clairement le concept, surtout avec cette séquence au tout début. Mais RTD l'a amené encore plus loin que ce que j'aurais même imaginé honnêtement. L'épisode m'a même surpris, donc j'ai vraiment apprécié ça. Et donc on a ce Conrad qui finit par dragouiller un petit peu Ruby après le podcast, c'est assez mignon et tout. À ce moment-là, je me suis même posé la question, et j'ai presque même eu une confirmation du fait que RTD, il avait vraiment appris sa leçon par rapport à ce qu'on pouvait reprocher de wokisme forcé dans la première saison, puisque là pour le coup, on n'y est plus du tout. Même si à la fin il y a un petit message du Docteur que j'ai trouvé un peu lourdingue, mais ça colle au propos, donc pourquoi pas. J'en reparle de toute façon un peu plus tard. Mais le truc c'est que là même le personnage de Ruby, elle est délesbianisée presque dans cet épisode, puisque dans la saison précédente, on ne dit jamais réellement si elle est lesbienne, même s'il y a un épisode dans la première saison où on nous matraque le mot pour rien. Là on est sur du coup... on se doutait qu'elle était plus ou moins bi ou quoi que ce soit, et là, même pas elle l'évoque, même pas elle dit « Ah, mais j'ai tendance à préférer les filles » ou quoi que ce soit. Non, elle tombe sous le charme de Conrad, leur relation s'installe, c'est très marrant de voir la réaction de la mère et de la grand-mère qui sont contentes pour elle et en même temps qui stalkent un peu le gars, tout ça. Donc ça part sur une petite histoire de romance, donc pareil, là j'ai fait un peu le parallèle, sauf que malheureusement Elton, il avait pas pu draguer Rose, mais il s'était retrouvé... avec Jackie dans les pattes, donc c'était assez marrant, ça m'a vraiment rappelé un petit côté nostalgique justement par rapport à l'épisode Linda comme je parlais. Et toute l'intrigue tourne autour du fait que justement un an plus tôt là, quand il avait rencontré Ruby et le Docteur, enfin qu'il les avait croisés plutôt, eux ils étaient à la poursuite d'un alien interdimensionnel qui s'appelle un Shriek.
et qui avait marqué Ruby, mais aussi marqué Conrad. Sauf que Ruby, elle avait eu son antidote, mais Conrad ne l'avait pas eu à ce moment-là. Du coup, Ruby, à présent, elle est au courant et qu'elle travaille avec Unit et tout ça, donc elle lui donne son antidote. Évidemment, il ne le prend pas pour plusieurs raisons. La première, il explique que notamment il a un petit complexe d'infériorité, ce qui en fait sera récurrent avec le personnage, mais là il le place plutôt par rapport au docteur qui veut se comparer un petit peu à lui. Il dit oui mais moi je suis courageux, je veux me comparer à lui, en gros je veux faire équipe avec toi comme faisait le docteur et tout, bref c'est débile. Surtout que quand ils partent en vacances à la campagne, avec ses amis à lui pour les rencontrer, il y a l'impression que les Shrieks sont à nouveau là pour l'attaquer, machin et tout. Elle appelle Unit débarque en grande pompe, comme à son habitude avec Kate. D'ailleurs c'est assez drôle, on a l'impression, c'est très en tout cas suggéré, que Kate elle se tape le sergent là, ou je sais plus comment il s'appelle, mais en gros le chef de la sécurité de Unit, donc ça c'est assez marrant. Je pense que pareil ce sera un truc qui sera peut-être gardé, développé dans le spin-off, donc ça c'est marrant. Et donc Unit débarque machin, et en fait on se rend compte que c'est un énorme prank, un peu à la Scooby-Doo d'ailleurs, je crois qu'ils font la référence aussi dans l'épisode et tout, où en gros c'était deux de ses potes qui s'étaient déguisés en Shriek, puisque comme il l'avait vu un an plus tôt, il a eu le temps de préparer son costume et tout, et en fait il se trouve que Conrad c'est juste un FDP qui voulait, un complotiste hein, dans le vrai sens du terme et tout, qui voulait doxer entre guillemets, qui voulait révéler les mensonges de Unit. Donc évidemment il se fait arrêter, mais ça fait un énorme bad buzz, tous les médias en parlent, ça c'est assez marrant, j'aime bien dans Doctor Who quand ils font ça. D'ailleurs c'est toujours les mêmes journalistes, notamment une qui est toujours présente comme étant journaliste de la BBC depuis, ça doit faire 20 ans qu'elle joue les rôles de journalistes donc dans Doctor Who et tout, donc ça c'est assez drôle. Donc il y a même, comme je disais, une histoire de doxing avec tous les employés et tout, donc là on se doute, et eux aussi se doutent, qu'il y a au moins un infiltré dans Unit, ce qui est le cas. Il y a un Jordan, je sais pas quoi, qui du coup a réussi à bloquer tout machin, à faire rentrer donc Conrad dans le bâtiment, et évidemment il se prend une bastos parce que Conrad c'est juste un gros con, voilà, qui veut absolument révéler sa vérité, ou plutôt son mensonge, et aller dans sa propagande plutôt que vraiment servir l'intérêt des gens qui le suivent, des gens qui l'admirent ou quoi que ce soit. Donc pareil, à nouveau, vous ferez le parallèle avec qui vous voulez, hein. Surtout pour la suite, quand le docteur fait son petit speech. Mais voilà, je le garde pour la fin parce qu'il y en a qui vont forcément se vexer quand je vais parler de ça, donc, donc j'en parle pas tout de suite. Mais évidemment, donc quand il arrive en haut, Ruby, bon déjà, elle a été quand même assez vexée, blessée même, je dirais, alors que c'est vraiment une meuf gentille et tout, elle méritait vraiment pas ça. Donc ça, c'était pas cool. Mais surtout, donc il arrive à Unit. Et là, alors que tout le monde veut le bloquer, machin et tout, au contraire, Kate, elle montre qu'elle a des méga balls de l'enfer. J'adore ce personnage, décidément, même si des fois elle est un peu en deçà, mais c'est vrai que depuis qu'elle est apparue dans la série, à chaque fois c'est un petit régal. Et donc, lui, il a sa petite caméra là, il veut les humilier et surtout révéler leurs mensonges à toute sa communauté sur internet, machin, en live, tout ça. Et il insulte même le père de le père de Kate. Donc là, clairement, il est pas prêt. Il est pas prêt à subir la colère de Kate parce que papa Stewart, c'est vraiment le goth. Surtout, voilà, même pour le docteur, il a une affection indéfectible par rapport à ce personnage et tout. Donc clairement, il allait mal finir. Et là, alors que tous ses employés essayent de faire le choix de la raison et de la justice, entre guillemets, elle est là, non, ben vas-y, ok, tu veux les mensonges? Ok, ben vas-y, je te donne ton mensonge. Elle libère le Shriek et tout. Et là, d'un coup, il se chie dessus, littéralement, c'est trop drôle. Au début, il y croit à moitié. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'elle pense à demander à ce que les caméras de l'étage, en gros, enfin les caméras qui filment la scène de Unit soient mises sur les réseaux sociaux du gars, parce qu'en plus il y a possibilité que le Shriek, comme il fait griller les trucs électroniques, ça se trouve ça a coupé son téléphone et tout. Donc bien, elle met les caméras, les images pour bien l'exposer en direct live. Et évidemment, il se chie dessus, il panique, et au moment où il va se faire bouffer, elle lui dit mais vous avez dit que c'était du faux. Donc pas besoin d'avoir peur, machin et tout, donc c'est très drôle, il se chie dessus, il admet qu'il a eu tort et qu'il a menti, et Ruby arrive en mode méga badass. D'ailleurs, il y a même un hashtag qui est mis dans le truc, c'est hot taser girl ou je sais pas quoi, bref, voilà. Et boum, elle tase le Shriek, et là, il s'excuse. Alors vraiment, enfin non, il la remercie en mode voilà. C'est vraiment une sous-merde quoi. Et
Sitôt qu'il se sent en sécurité, il se relève et là, à nouveau, il fait son petit concours de quéquette et il est là, oh les effets spéciaux ont bien augmenté et il se fait bouffer le bras. Donc ça c'est très drôle. Donc en gros, un peu genre bien fait pour ta gueule quoi. On a ensuite ça coupe machin et on apprend que déjà le Jordan qui a été blessé n'est pas mort, il va survivre. Donc lui clairement il va être condamné à présent, surtout qu'il doit forcément y avoir des images pour tentative de meurtre machin. Et lui aussi survit, hein, évidemment. On découvre même un peu plus tard que dans sa cellule, ils lui ont carrément recollé son bras avec une technologie, tout ça. Ce qui me laisse du coup imaginer, et même ça semble même presque évident avec ce qui se passe aussi avec Madame Flood, puisqu'elle réapparaît, et d'ailleurs elle nous dit son nom. Alors est-ce que c'est son nom ou est-ce que c'est un nom qu'elle donne comme ça? Mais c'est The Governor. Du coup, est-ce que ce serait elle aussi une Time Lady? Ça laisse sous-entendre, parce que c'est un nom qui pourrait faire Time Lady, ou évidemment encore une fois divinité, genre peut-être gouverneur dans le sens elle manage un peu ce panthéon du chaos. Donc honnêtement je sais pas, je suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom là. Je me demande si c'est pas dans l'école là avec Clara ou un truc comme ça, où il y avait une histoire de gouverneur, mais je suis pas sûr que ce soit la même chose, puisque là ça avait plus l'air d'être un nom d'organisation d'espèces, et là c'est vraiment The Governor, genre le nom sans le S quoi. Donc pas très sûr de ça là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire du coup si vous avez des infos par rapport à ça. Mais avant qu'il ne se fasse libérer par Madame Flood, alias The Governor, qui le libère de sa cellule. Déjà, j'étais en train de me dire, lui, à mon avis, ça va devenir l'antagoniste principal, ou en tout cas un des premiers antagonistes principaux de la nouvelle série, le nouveau spin-off sur Unit, à savoir la guerre entre la Terre et la mer. Je pense qu'il va être là, un peu en foutage de bordel, un peu ponctuel comme ça, à vouloir mettre des bâtons dans les roues à Unit, alors qu'eux, ils vont être en train de se battre sur une espèce de conflit planétaire interespèce, donc ça va être un peu compliqué. On a même aussi vite fait par rapport à ce qu'a fait Kate, qui n'était pas forcément la meilleure méthode, machin, tout ça. On laisse entendre qu'elle va se faire un peu tirer les oreilles par Geneva. Est-ce que c'est traduit par Genève en français? Je sais pas. Mais du coup, en tout cas, les sous-titres, c'est traduit par Genève. Mais du coup, est-ce que c'est Genève dans le sens la Convention de Genève, tout ça, une espèce d'organisation suprapolitique qui chapeauterait Unit pour pas qu'il soit non plus en roue libre, tout ça, ou est-ce que c'est un personnage qui porterait ce nom-là et qui serait un peu une main invisible qui manipulerait, ou en tout cas qui contrôlerait plus ou moins tout ce pan de l'univers de Doctor Who, Unit, tout ça. Donc intéressant, et je pense que dans tous les cas tout ça sera développé dans le spin-off. On nous parle même par exemple de Mel qui est parti en Australie pour régler un souci et tout. Donc on voit qu'il y a déjà pas mal de choses au niveau du lore qui sont mises en place, comme déjà précédemment, hein, on avait déjà eu droit à ça, les petites missions interplanétaires, à travers toute la planète, des différents agents de Unit et tout. Donc clairement, il y a les choses qui sont posées, qui sont mises en place pour l'arrivée de ce spin-off. Donc moi je demande qu'à découvrir ce que ça pourrait donner, en espérant juste que ce soit un peu mieux que les premières saisons de Torchwood. J'avais adoré, comme je l'ai souvent dit, les deux dernières, mais les deux premières c'était un peu à la mode des années 90, donc c'est pas forcément une série ultra palpitante, même s'il y avait heureusement Jack Harkness, hein, voilà. Mais... Et donc l'épisode s'est terminé, au-delà de l'évasion aidée par Madame Flood, on a le docteur qui a débarqué pour faire la leçon à Conrad, et en plus on découvre que c'est le docteur avant sa rencontre avec Belinda. Donc là encore ça crée un petit timey-wimey wibbly, puisque ce docteur là ne connaît pas encore Conrad, vu qu'il ne l'a pas encore rencontré quand lui était enfant, vu qu'il est déjà avec Belinda à ce moment là, mais il vient quand même lui faire la leçon. Donc bon, après ça c'est pas forcément plus incohérent que ça, même si ça aurait été quand même plus logique que ce soit le docteur post-rencontre qui vienne le voir en mode je pensais pas que tu deviendrais cette personne là, machin et tout, donc pourquoi pas. Mais en même temps le fait qu'ils ne le connaissent pas du tout, c'est aussi intéressant, puisque comme il lui dit, le fait de rentrer dans mon TARDIS c'est une invitation pour les gens très spéciaux, très particuliers et tout, mais toi, non, t'es spécial mais pour les mauvaises raisons, parce que t'es, encore une fois, un gros FDP, une grosse crotte. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Il le remet vraiment à sa place. C'est pas souvent que le docteur fait ça, où il rabaisse plus bas que terre quelqu'un qui fait des choses mauvaises. Des fois il a même tendance à être un peu dans la compassion par rapport à ces personnes-là. Là il a clairement compris que cette personne-là n'avait aucun intérêt et aucune chance d'être sauvée, parce qu'elle est coincée dans sa bêtise
et dans son dogme à la con, et il va même jusqu'à lui révéler son destin en mode tu vas crever tout seul, le cœur plein d'aigreur, à l'âge de 49 ans dans une prison. Évidemment, ou en tout cas c'est ce que laisse penser cette fin, c'est qu'il va possiblement changer son destin, altérer son destin, puisque il est évadé. Après, rien n'empêche, il a encore quelques années avant d'avoir 49 ans, donc rien n'empêche que Unit le réarrête définitivement cette fois pour le ramener à son destin initial. Mais il y a toutes ces petites choses qui sont intéressantes. Et évidemment, j'avais promis que j'allais en parler. Il y a quand même un petit souci avec, je trouve, le finish du docteur où, ok, il n'a pas tout à fait tort, clairement pas, où il explique qu'il y a certaines personnes qui jouent sur la peur des gens en manipulant et en transformant la réalité. En gros, il crie à la récupération politique et tout. On a eu la preuve ce week-end par Monsieur Méluche que, au final, les vrais champions, c'est pas ceux qu'on accuse tout le temps de récupération. On a eu la preuve que, au final, c'est toujours les mêmes qui ont un double standard. Et donc, au final, est-ce que ça tombe bien? Est-ce que Doctor Who était visionnaire à ce niveau-là? À vous de me le dire, à vous de juger. Mais oui, effectivement, il y a des gens, que ce soit notamment dans les sphères complotistes, qui prennent un élément, comme à l'époque malheureuse de 2020, du coco, je crois qu'on ne peut pas dire le mot sur YouTube sans avoir des soucis. Mais voilà, il y a eu des gens qui sont partis. Après, la plupart avaient pas forcément tort, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont fait le jeu de la peur en fait, et notamment même au niveau de nos gouvernements et tout. Donc la récupération et l'instrumentalisation de la peur n'est pas l'apanage de certains extrêmes, qui sont toujours pointés du doigt et tout, même si plus ou moins tout le monde joue ce jeu-là au minimum à un moment. Mais voilà. Effectivement, la vérité est quand même mieux que l'instrumentalisation, mais à chaque fois qu'on dit la vérité, ou en tout cas une certaine vérité selon certains cas, on crie aussi à l'instrumentalisation. Donc en gros, il est en train de dénoncer un beau bordel que les médias eux-mêmes mettent en place. Donc j'ai trouvé que c'était un peu maladroit et un petit peu donneur de leçons, sans forcément qu'il y ait de nuances en fait. Et c'est vrai que le docteur, même quand il donne des leçons, il y a toujours une espèce de porte ouverte, même à l'époque où par exemple il criait plus ou moins au fascisme avec l'histoire de Harriet Jones, Prime Minister, que il lance une rumeur pour la destituer et tout, mais il dit pas ouvertement devant tout le monde, bouh, elle est nulle, elle est méchante, c'est une fasciste parce qu'elle utilise des armes aliens pour tuer des aliens. Surtout que s'il avait vraiment fait ça, les gens ils auraient dit ouais, trop bien, elle tue les aliens avec leurs armes. Donc en vrai, je trouve que pour le coup, là, même si effectivement j'ai vraiment la sensation que, et encore cet épisode le prouve, plus ou moins, que il a appris sa leçon concernant l'idéologie, concernant un peu la politique au forceps, en bourrage de crâne, c'était pas le meilleur truc à faire dans Doctor Who, qu'il valait mieux rester sur quelque chose d'ouvert pour parler à tout le monde, pour que les gens aussi réfléchissent un petit peu d'eux-mêmes et tirent leurs leçons. Je sais qu'aujourd'hui, en 2025, c'est un peu compliqué de demander aux gens de réfléchir par eux-mêmes, mais j'avoue que j'aurais aimé peut-être un peu plus d'ouverture à ce niveau-là, ou en tout cas un peu moins de « Ah, c'est pas bien, il faut faire comme ci et pas comme ça, et machin ». Donc voilà, après c'est vraiment un détail de l'épisode, l'épisode en reste vraiment très bien. Comme je l'ai dit, il reprend vite fait un concept que moi j'avais trouvé pas ouf à l'époque, surtout la suite de l'épisode là, Love and Monster, qui était un peu nul, en plus le casting était pas forcément fou, c'est vrai qu'on voyait pas... On voyait pas Rose, on voyait pas le docteur à l'époque. Il y avait heureusement Jackie. Elton était pas trop mal écrit, mais voilà, c'était pas un épisode que j'appréciais énormément. Et encore aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai tendance à le sauter. Sauf que là, il a repris juste le concept de départ, qui même dans l'iconographie est très proche, hein, avec la scène où Rose, avec leur seau, là, ils essayent d'attaquer le monstre à l'époque. Et là, ça m'a vraiment fait penser en mieux, évidemment, dans ce nouvel épisode, là, quand ils sont dans l'espèce de supermarché ou je sais pas quoi, avec le Shriek. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment cette inspiration, cette référence, en tout cas, très appuyée à cet épisode-là. Mais derrière, ils sont allés tellement plus loin. Moi, je m'attendais après que ça termine à nouveau en Love and the Monster, quoi, avec Conrad qui se serait fait attaquer, Ruby qui aurait dû le sauver avec Unit, machin et tout, et puis plus ou moins on en serait terminé là. Alors que, clairement, le final, je m'y attendais pas du tout. Toute cette partie bad buzz, prank, un peu genre, doxing, machin. En plus, on a même le Conrad là qui est complotiste et tout, qui se fait passer pour un homme du peuple, une espèce de faux gauchiste, machin, et qu'au final, il est méga riche.
il manipule tout le monde et en plus il est exilé fiscal, donc il a même menti sur sa mère qui serait morte alors qu'elle vit dans le sud de la France. Tiens donc, elle est partie au soleil pour pas rester sous la pluie anglaise, super. Mais voilà, on a vraiment le cliché de l'influenceur politique qui en vérité se fait plein de fric, place son argent dans d'autres pays parce qu'il faudrait pas non plus être patriote, hein, il faut pas déconner, surtout que bon, il est contre le gouvernement et surtout contre Unit et les secrets machin et tout. Mais en gros, comme elle lui dit Ruby, et ça j'ai trouvé ça très sympa, c'est que c'est juste un mec qui manque de confiance en lui. Même Kate Stewart, elle l'avait compris direct, elle avait écrit 3 mots sur son entretien, parce que ça c'est pareil, de balancer le fait qu'en vérité, d'ailleurs en direct aussi sur sa chaîne, que il fait tout ça parce qu'il est juste vexé parce que 8 ans plus tôt il a passé un entretien et qu'on l'a jamais rappelé, mais en même temps elle avait de suite senti il n'a pas confiance en lui, et clairement tu peux pas embaucher dans un univers comme ça quelqu'un qui a pas confiance en lui, ce serait trop facile de le manipuler, ce serait trop facile qu'il trahisse, ou que tout simplement il fasse pas son taf parce qu'il a peur ou parce qu'il se sent pas, il n'a pas assez confiance en lui. Alors que pourtant il a un énorme ego, donc c'est assez paradoxal et en même temps c'est assez logique pour ce genre de personnalité. Donc non, j'ai trouvé vraiment une écriture très sympa. En plus on reste sur le côté un peu horrifique, surtout la partie là du village qui marche plutôt pas mal jusqu'à ce qu'on voit que c'est une grosse blague. Du coup même nous on est choqués comme Ruby, comme Kate et tout, donc c'est vraiment un épisode qui fonctionnait très bien. Et donc encore une fois, pour terminer, je vais finir là-dessus. On est vraiment sur une saison 2 qui est d'un niveau totalement différent de ce qu'a pu être la première saison. Honnêtement, c'était, on va dire, un accident de parcours cette première saison. C'était, je pense, des envies politiques, idéologiques de Disney. Pour moi, j'en démordrai pas parce que ça collait parfaitement avec ce qu'a fait Disney pendant tout ce temps-là. Et RTD était certes sensible à ces causes-là, mais je pense qu'il aurait fait ça différemment si on lui avait pas fait du forcing. Il l'aurait fait comme en fait il le fait dans cette saison 2, qui est quand même beaucoup mieux, ou comme il l'avait fait à l'époque où ça marchait très très bien. Donc voilà, un épisode que j'ai vraiment apprécié. J'espère que vous aussi. Si jamais c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous l'avez aussi apprécié, dites-le moi aussi en commentaire parce que c'est quand même très important pour le référencement. Si la vidéo vous a plu, évidemment, un petit like, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours très plaisir. Merci d'avance. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.